directrice de recherche du laboratoire de neurosciences cognitives et comportementales à l'ENS et à l'INSERM, qui va vous présenter une présentation sur la question suivante. Sommes-nous toutes et tous biaisés dans nos jugements sociaux ? Encore une fois, nous allons donc aborder la réalité sociale et aussi, en particulier, nos biais sexistes et racistes. Mais elle vous donnera en fin de conférence des stratégies pour pouvoir contrecarrer ces biais-là. Bonjour, merci beaucoup pour l'introduction, puis merci pour l'invitation. Donc, je vais vous parler de nos biais au cours de la perception sociale. Et dans un premier temps, je vais commencer par une énigme. Alors, ceux qui connaissent cette énigme, s'il vous plaît, ne donnez pas la réponse, laissez les autres réfléchir, en tout cas 2 minutes. Donc, un père et son fils sont en voiture, ils sont impliqués dans un accident, le père est tué et le fils est en état critique. Le fils est emmené à l'hôpital pour être opéré, le médecin entre, voit le patient et s'écrie « Je ne peux pas opérer, c'est mon fils ». Est-ce que vous avez des propositions à cette énigme ? Oui ? C'est une femme ? Oui, bravo. Donc, c'est très rare. En général, sur 200 personnes, il n'y en a pas beaucoup qui trouvent la réponse. J'ai souvent entendu, c'est le beau-père, c'est impossible, le papa est gay, etc. Et après, à un certain moment, on me dit, c'est la maman. Alors, pourquoi ? La raison, c'est si je vous dis à quoi vous pensez quand je vous dis médecin, eh bien, la plupart du temps, ce qu'on pense, c'est plutôt la photo, pour vous, de gauche plutôt que de droite. Et la raison, c'est qu'on a tendance à faire des catégories sociales, à mettre les gens dans des catégories et à les associer, par exemple, à des métiers. Donc, qu'est-ce que c'est que ce processus de catégorisation sociale ? C'est déjà les catégories, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des associations apprises, culture dépendante, simplifiées à outrance, entre l'apparence d'une personne ou son appartenance à un groupe, d'accord, et une variété de traits, de croyances ou d'attitudes toutes faites. Et donc, on va utiliser ce processus de catégorisation sociale tous les jours. La raison, c'est que, en fait, il y a une fonction à ce processus de catégorisation sociale, c'est que ça va nous permettre d'organiser et de structurer notre connaissance du monde. On fait la même chose avec notre environnement physique. Quand on est enfant, on apprend à catégoriser tous les verres en étant des verres, toutes les tables, les chaises, etc. On fait la même chose avec notre environnement social. Et donc, ça nous permet de l'organiser, de le structurer, mais surtout aussi, ça nous permet de prédire. C'est-à-dire que les bénéfices, c'est que ça va réduire la complexité de l'environnement basé sur cette similarité. Et du coup, on va être capable de prendre nos décisions de façon plus rapide. Le problème, c'est que ça a forcément un coût. Et ce coût, c'est que on va du coup généraliser ou amplifier ou négliger certains traits de ces catégories sociales. Alors, je vais vous donner un exemple. En termes d'amplification, il a été montré, par exemple, qu'on a systématiquement une surestimation des groupes minoritaires. Et la raison, c'est que notre système cognitif, il est réglé pour repérer tout ce qui est inhabituel ou inattendu dans l'environnement. Et de ce fait, notre perception va être biaisée et on va surestimer la présence des groupes minoritaires dans notre environnement et toujours penser que notre environnement, il est très divers, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc ça, c'est un exemple d'amplification. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce processus de catégorisation sociale, il va impacter notre perception sociale, justement. Par exemple, les membres d'une catégorie sociale, que je vais appeler l'endogroupe, de mon groupe, vont apparaître plus diversifiés. Donc ça, c'est une forme de biais. Ça va biaiser mes jugements sociaux. Les gens qui sont dans mon groupe, par exemple, vont apparaître plus attrayants, plus compétents, plus amicaux, etc. Et ça va aussi biaiser mon comportement. Les membres de ma catégorie sociale vont être plutôt favorisés. On va plus les aider que les autres membres des groupes. Alors, je vais vous donner un exemple de coût dans le monde médical. Ce qu'on sait aujourd'hui, il y a une étude on a souvent étudié ces biais, par exemple racistes et sexistes, majoritairement aux États-Unis. En France, on commence à avoir quelques données, notamment dans le monde médical.
un des exemples qui vient de sortir, c'est que quand on arrive aux urgences, si on est une femme noire, on va attendre 1h30 de plus que si on est un homme blanc. D'accord ? Donc, il y a ce genre quand même de chiffres qui sont assez forts. La douleur des femmes est sous-estimée, la douleur des personnes de couleur est systématiquement sous-estimée par rapport aux hommes blancs. Mais ce que je voudrais vous montrer, c'est que ça, c'est comment les gens qui font partie de la diversité vont être discriminés. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ça a aussi un impact sur notre façon de réagir aux médicaments qu'on nous donne à nous. Et ça, c'est une étude qui vient d'apparaître aux États-Unis que je trouve très intéressante. Je vais essayer d'avoir un pointeur. Voilà, donc aux États-Unis, ça c'est des chiffres de la diversité chez les médecins. Alors c'est très positif, ce qu'on voit c'est que depuis 1960, où la majorité des médecins étaient des hommes blancs, aujourd'hui on arrive à la parité entre hommes et femmes. Et pareil, en 60, la majorité était blanc et aujourd'hui on commence à avoir une diversité en termes ethniques. On a des personnes de couleur qui sont médecins, on arrive à être assez bien. Mais si on fait une expérience aujourd'hui que je vais vous raconter, si aujourd'hui je vais créer chez vous un urticaire, donc ça c'est facile à faire, je vous pique sur la main et ça, avec un produit et ça va créer une démangeaison et du coup votre peau va gonfler et faire un rond rouge, d'accord ? Et ce qu'ils ont fait dans cette étude, c'est qu'ensuite ils ont demandé à un médecin de venir appliquer sur votre urticaire le même médicament. Mais ce médecin, ça peut être un homme blanc, une femme blanche, une femme de couleur. Et qu'est-ce qu'ils ont montré ? Ils ont montré qu'en fait, on a une représentation... Alors, parce que j'ai ça, je ne peux plus passer, c'est ça ? Ça ne va pas être très pratique. Donc, ce qui montre, c'est qu'en fait, vous allez, comme on a cette représentation très forte de médecins hommes blancs, en fait, l'urticaire va diminuer beaucoup plus quand il a été appliqué par un médecin blanc, un homme blanc, que par une femme ou encore moins par une personne de couleur. D'accord ? Donc, ça a même un effet sur notre réactivité aux mêmes médicaments. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous expliquer un peu quelles sont les caractéristiques de ce processus de catégorisation sociale, à quelle vitesse s'activent ces catégories sociales, est-ce que ce sont des processus qui sont automatiques et quand apparaissent-ils au cours du développement ? Alors, comment s'activent ces processus ? Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que, par exemple, au cours de la vie de tous les jours, à partir du moment où on va percevoir une personne, dès qu'on la voit, on va utiliser tous les indices de cette personne pour se former une première impression. Tout à l'heure, vous en avez déjà entendu parler. Et en fait, on va lier des caractéristiques physiques à des traits de personnalité, alors qu'il n'y a eu aucun lien entre les deux. Mais spontanément, c'est quelque chose qu'on va faire. Et il faut savoir que ces premières impressions, elles n'ont pas de fondement dans la réalité. D'accord ? Mais dès qu'on voit une personne, on va en déduire est-ce qu'elle est attirante, digne de confiance, sympathique, etc. Et donc, la question, c'est à quelle vitesse s'activent ces processus-là. Et donc, la façon dont on teste ça au laboratoire, c'est par exemple de vous présenter un visage comme celui-ci, avec une question dessous et une échelle, par exemple, à quel point cette personne vous paraît-elle digne de confiance. Et vous allez évaluer ce digne de confiance sur une échelle entre pas du tout et extrêmement. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va pouvoir comparer vos jugements quand on vous présente ce visage sur une durée illimitée pendant que vous faites votre jugement, ou bien je vais vous présenter ce visage uniquement pendant une demi-seconde, c'est-à-dire 500 millisecondes, ou même 1/10 de seconde, donc 10 millisecondes. D'accord ? Et je vais comparer vos jugements en fonction du temps de présentation du visage. Et ce qui se passe, c'est ce qu'on voit, c'est qu'il y a 80% de ressemblance, c'est-à-dire qu'il y a une corrélation extrêmement forte entre les jugements où vous avez toute la durée que vous voulez et les jugements où vous avez vu le visage uniquement 10 millisecondes. Donc ça veut dire que ces processus sont activés de façon extrêmement rapidement. Dès que vous voyez quelqu'un, vous avez déjà ces processus qui s'engagent. Donc ça, c'est une première évidence. La deuxième chose, c'est
comment ça va influencer d'autres choses, par exemple votre lecture des émotions d'autrui. Donc ce qu'on sait, c'est qu'on peut former des premières impressions à partir de ce qu'on appelle les caractéristiques invariantes de votre visage, qu'on peut voir quand vous avez un visage neutre. Et donc, dans cette expérience qu'on a réalisée au laboratoire, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des visages à nouveau. Cette fois-ci, au lieu de demander est-ce que cette personne est digne de confiance, on va demander est-ce que vous la trouvez menaçante, à nouveau entre 1 et 9 ou 1 et 10, peu importe. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on avait une vingtaine d'acteurs, de visages d'acteurs et d'actrices, pardon. Et ensuite, on a divisé ces 20 identités en personnages qui étaient considérés sur une expression neutre, plutôt menaçante ou pas menaçante. D'accord ? Donc ça, c'est la première étape. On a ces 2 groupes d'acteurs. Et ensuite, on a fait venir des participants au labo, d'autres participants, et on leur a fait faire une tâche de catégorisation émotionnelle. Donc, on va représenter nos photos d'acteurs. Mais cette fois-ci, aux participants, on ne va pas leur demander d'évaluer quelle est leur menace à partir d'une expression neutre, mais on va leur demander de dire si l'expression de cette personne est plutôt la peur ou la colère. Et on fait ça plein de fois. En général, les gens voient 400 essais et disent c'est de la peur, c'est de la colère, etc. Et ce qu'on a pu montrer, c'est que en fait, vos traits invariants, d'accord, qui sont extraits sur votre expression neutre, vont influencer votre perception des émotions d'autrui. Et donc, le groupe d'acteurs qui étaient considérés sur une expression neutre déjà menaçant, on va les associer beaucoup plus avec l'expression de la colère, alors que les acteurs exprimaient autant la peur que la colère dans cette expérience, d'accord ? Et inversement, les gens qui étaient considérés comme peu menaçants sur leurs traits invariants, ils vont être associés beaucoup plus à la peur qu'à la colère. Donc, le message, il est juste simple, c'est que, vous allez activer ces processus de catégorisation extrêmement rapidement, mais 2, les informations que vous en retirez ou les traits que vous en inférez vont influencer d'autres processus comme votre lecture des émotions d'autrui. Donc, ce que ça montre, c'est que non seulement c'est rapide, mais c'est aussi c'est probablement assez automatique, d'accord ? Puisque ici, on montre que automatiquement, ça va aussi influencer un processus adjacent qui est la lecture des émotions d'autrui. Alors, je vous ai parlé ici de l'apparence, comment on extrait des premières impressions à partir de l'apparence d'une personne, de ses caractéristiques physiques. Mais on va avoir aussi des premières impressions à partir de l'existence de groupes. Donc, on appartient à plein de groupes. Moi, je suis une femme, je suis chercheuse, je suis maman, je suis européenne, je suis française, etc. Je pourrais en donner plein, d'accord ? Et en fait, à chaque fois, c'est un groupe différent. Il y a aussi des groupes qu'on va dire pertinents à une situation donnée. L'exemple que je donne souvent, parce que ça m'avait marqué, c'est le groupe « Je suis Charlie », c'est-à-dire la veille, ce groupe n'existait pas, et le lendemain, une énorme majorité de gens se sentent « Je suis Charlie ». Donc ça, c'est ce qu'on appelle des groupes qui sont pertinents à une situation donnée. Et donc, comment cette appartenance à un groupe va également, en fait, biaiser notre perception et nos jugements sociaux. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le paradigme des groupes minimaux, qui a été inventé en 1970 par Tajfel, qui est un paradigme extrêmement fort, auquel je vous avoue, je ne croyais pas au début. Donc j'ai fait des tests et des tests au laboratoire et je suis extrêmement convaincue que ça marche aujourd'hui. L'idée, c'est que si aujourd'hui je divise cet amphithéâtre en 2 et je dis à la moitié ici vous êtes vert et à l'autre moitié vous êtes bleu, ça suffit pour créer des groupes. Et ça suffit pour engendrer des biais dans votre perception sociale. D'accord ? Quand je dis que j'avais des doutes, donc au début, on n'osait pas faire ça. On n'osait pas juste dire vous êtes vert et vous êtes bleu. Donc on disait vous êtes vert et vous êtes bleu. Puis ensuite, on faisait des jeux de collaboration ou des jeux de compétition. Ça prenait beaucoup de temps. Et un jour, on a enlevé ces jeux et on a eu les mêmes résultats. Donc c'est pour vous dire que c'est cette importance d'appartenir à un groupe,
C'est très fort et du coup, il suffit juste de vous dire ça pour que vous allez avoir des biais dans votre perception sociale. Donc, c'est ce qu'on a fait au laboratoire. Vous êtes bleu ou vert. Et ensuite, je vais vous faire une expérience où, à nouveau, je vais vous demander d'évaluer l'expression émotionnelle des acteurs qui sont présents à l'écran. Donc, ça se passe comme ça. Et en fait, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais en fait, autour du visage, il y a un tout petit carré de couleur. Mais vraiment, vraiment tout petit, là, c'est gros. Mais ici, il y a un tout petit carré de couleur qui dit que cette personne, par exemple, est du groupe vert. D'accord ? Et la photo d'après, il y aura un petit carré bleu. Et donc, je vous demande juste de me dire, est-ce que cette personne a une expression de colère ou cette personne a une expression de joie ? Et ce qu'on a montré plusieurs fois, c'est qu'en fait, à partir du moment où vous appartenez à un groupe, vous allez attendre des membres de votre groupe qu'ils aient des expressions affiliatives, donc la joie, d'accord, et le contraire pour les membres de l'exogroupe, de l'autre groupe. Et donc, ça va biaiser votre reconnaissance des émotions. Et on voit qu'il y a un biais. On va mettre plus souvent la joie dans notre groupe. Donc, si je suis bleu, on va considérer plus de fois que les bleus expriment la joie et le contraire pour les verts. Et ce qu'on sait aujourd'hui, et ça a été montré plusieurs fois, c'est que ça marche avec ce paradigme minimal, mais on a les mêmes résultats. Par exemple, si on fait ça sur la couleur de peau, si je suis blanche, on va considérer que les personnes de couleur vont exprimer plus souvent la colère que la joie et vice-versa. Et ça, c'est à la base, justement, de ce qu'on appelle les biais intergroupes ou les préjugés contre les membres de l'exogroupe par rapport à l'endogroupe. Donc là, je vous ai montré que très rapidement, c'est pas très rigolo cette conférence, je suis désolée. Je commence à avoir l'habitude, mais je le dis quand même pour détendre un peu l'atmosphère. J'ai conscience que c'est pas toujours très rigolo. Je vous ai montré que ces processus de catégorisation sociale étaient activés de façon extrêmement rapide, probablement de façon automatique, et qu'ils étaient activés soit à partir de l'apparence des personnes, soit à partir de leur appartenance à votre groupe ou à un exogroupe. Une grande question, et qui est vraiment importante, c'est est-ce que ces processus sont innés ou est-ce qu'on les acquiert au cours du développement ? Donc là, je vais vous montrer quelques études. Je vous montre celle-là parce qu'elle me fait beaucoup rire. Il semblerait qu'il y ait un biais qui existe, qui est que les adultes considèrent qu'une personne a l'air plus intelligente lorsqu'elle porte des lunettes. Donc ça, bon, voilà. Donc je suis beaucoup plus intelligente, n'est-ce pas ? Et il y a cette inférence systématique. Si je vous montre le même visage avec ou sans lunettes, vous allez rapporter un niveau de compétence et d'intelligence plus haut que la même personne sans lunettes. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ce biais, il existe aussi chez les enfants à 6 ans, d'accord, mais il n'existe pas à 4 ans. Et je pourrais vous donner plein de biais comme ça. En fait, on voit l'apparence de ce genre de biais dans le jugement social à partir de 5-6 ans, mais pas à 4 ans. Ce qui est une bonne nouvelle, ça veut dire que, c'est pas inné, que c'est acquis et qu'il y a un modèle d'apprentissage. Donc, je peux vous parler d'autres expériences qui montrent que c'est de l'apprentissage et notamment, on est des exemples en tant qu'adultes, mais on sait que les enfants se reposent aussi beaucoup sur leur père. Et donc, la communication non verbale est extrêmement importante dans ces moments-là. Et donc, ça, c'est une étude qui le montre où je vous montre un visage au centre et puis 2 petits enfants autour qui le regardent, soit en souriant, soit en exprimant, par exemple, la colère. Et ensuite, je représente le visage qui était au milieu et je vais demander à l'enfant de donner une évaluation de cet enfant et on va voir qu'il a été influencé par les expressions non verbales de ses pairs qui étaient autour. Donc, les enfants sont extrêmement sensibles à la communication non verbale des gens qui sont autour. Évidemment, verbale aussi, ça semble plus évident. Alors,
on peut se poser la question évidemment de la couleur de peau aussi. Donc ça, c'est une expérience qui a été faite aux États-Unis. On met des enfants tout petits, hein, là ils ont 2 ans et demi, c'est pas des bébés, mais quand même ils sont assez jeunes, devant 2 expérimentatrices qui jouent avec le même jouet. Et ensuite, on va demander à l'enfant de choisir une des 2 expérimentatrices pour avoir le jouet. Et ce qu'on voit, c'est qu'à 2 ans et demi, il n'y a pas de différence. À 5 ans, c'est assez dramatique. Il y a une préférence pour la personne de couleur blanche. Alors, est-ce que c'est vrai partout ? Maintenant, donc la première chose qui est importante, c'est à nouveau, tout ça, c'est quand même un peu malléable. Ça va dépendre de la diversité de l'environnement où l'enfant grandit. Et ce qu'on voit, c'est que plus l'environnement de l'enfant est divers et moins il y a cette préférence pour les personnes de couleur blanche. Cependant, si on regarde ce qui se passe pour les enfants noirs en Afrique, ça c'est important d'aller voir. Donc il y a maintenant plusieurs expériences qui montrent que, en fait, entre 3 et 6 ans, on va avoir ce qu'on appelle une préférence implicite pro-noir, mais cette préférence disparaît vers 6-9 ans, où on va avoir une inversion et à nouveau, on va avoir une préférence pour les personnes de couleur blanche. La raison, elle est probablement expliquée en termes de statut social, c'est-à-dire que si on fait la même étude dans des quartiers où les enfants voient beaucoup plus tôt que les personnes blanches ont des statuts socio-économiques plus élevés qu'eux, ce biais pro-noir qui est là à 3-6 ans, il n'existe même pas, c'est-à-dire qu'ils ont déjà compris que socialement, hiérarchiquement, ils sont plus bas et du coup, il n'y a même plus ce premier niveau. Et ça, c'est démontré aussi, par exemple, si on s'intéresse à des enfants en Chine qui n'ont même pas été exposés eux-mêmes forcément à des personnes de couleur blanche ou de couleur noire. Et ce qu'on voit, c'est qu'à nouveau, on a ces biais qui apparaissent vers 4 ans, qui se maintiennent pour les personnes de couleur noire plus longtemps dans le temps par rapport aux couleurs blanches. Et la raison, à nouveau, elle est due au fait qu'en Chine, le statut social des personnes blanches est plus haut que les Chinois, mais pas les personnes de couleur noire. Donc il y a vraiment un lien avec le statut social représenté par certaines catégories sociales. Je ne sais pas comment détendre l'atmosphère avec ce genre de choses. Bon, si, il y a quand même du positif, c'est pas inné, donc on a des choses à faire dans l'enfance, avec les enfants, à l'école, etc. Alors, est-ce qu'on peut les contrôler ? Donc, on peut regarder un peu comment on contrôle ces choses-là. D'abord, je vais donner un peu une définition. On fait une dissociation entre ce qu'on appelle nos attitudes explicites et implicites. Vos attitudes explicites, c'est ce que vous croyez et ce à quoi vous adhérez, d'accord ? C'est vos valeurs. Et implicite, c'est des associations qu'on a en dehors de notre conscience. Donc, ça ne correspond pas forcément toujours à nos valeurs explicites. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ces attitudes implicites, elles vont expliquer notre comportement, surtout quand on a un déficit de ressources cognitives. Donc, il y en a plein, on est fatigué, on a plein de choses en tête, on a une liste de choses à faire, et du coup, on a ce qu'on appelle un load cognitif énorme. Donc, on a moins de ressources cognitives à allouer à une décision. Et dans ces cas-là, souvent, ces associations implicites vont expliquer notre comportement. Sinon, la majorité du temps, c'est quand même nos valeurs qui vont expliquer notre comportement. Alors, comment on peut montrer ça au laboratoire ? Ça, c'est des études qui ont été faites à nouveau aux États-Unis. C'est une des raisons, c'est que vous êtes peut-être au courant, c'est qu'en tant que chercheur, je ne peux pas vous demander quelle est votre ethnie, d'accord ? Je n'ai pas le droit de vous demander ça en France. Il n'y a pas de statistiques ethniques. Alors, si vous cherchez un peu dans les textes du Conseil de l'État, en fait, il y a une petite note dans une bas de page numéro 121 où on vous dit que vous pouvez quand même demander
comment vous êtes perçu par autrui. Donc c'est une façon pour moi d'aller étudier. Et là, je peux mettre blanc, noir, africain, etc., etc., etc. Mais c'est assez hypocrite, on est bien d'accord. Aux États-Unis, ils n'ont pas ce problème-là. Ils peuvent demander de façon explicite aux gens tout ça. Et du coup, il y a beaucoup d'études qui ont été faites. Donc ça, c'est une étude qu'on appelle de priming. Je vais vous montrer. Il y a aussi une raison, c'est qu'aux États-Unis, il y a beaucoup plus de morts par arme à feu. Donc, dans cette étude, je vais vous montrer un visage extrêmement rapidement et derrière un objet, soit un téléphone, soit par exemple un pistolet. Et ce qu'on a montré, c'est qu'effectivement, les gens, donc ça c'est à nouveau ces biais qu'on va appeler racistes. Alors, j'ai oublié de dire, mais c'est très important, la notion de race n'a aucun fondement biologique, c'est une construction sociale, on est bien d'accord. Juste... et donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des biais racistes qui ressortent dans cette expérience où vous devez répondre extrêmement rapidement. À partir du moment où je vous donne le temps de faire cette expérience, ces biais vont être diminués. D'accord ? Donc ça, c'est pour illustrer cette idée que si on a des ressources cognitives à notre disposition, on est capable souvent d'inhiber ces associations implicites, mais pas toujours. Donc, je fais un petit récapitulatif. Les catégorisations sociales, c'est un mécanisme qui est extrêmement important. C'est un mécanisme qui est prédictif, qui va nous permettre d'organiser le monde, mais du coup de prendre des décisions rapidement. Le problème, c'est qu'elle est sujette à l'erreur et qu'elle va induire des biais. Et ce qu'on a vu, c'est qu'on les utilise surtout quand on n'a pas forcément de ressources cognitives, mais on a vu aussi que ça allait dépendre de notre contexte. Par exemple, dans l'enfance, si on est élevé dans un environnement divers, on va avoir moins de biais que d'autres personnes. Donc il y a quand même une certaine flexibilité sur laquelle on devrait pouvoir travailler. Alors, est-ce que ça dépend de notre niveau d'éducation ? Parce que moi, j'entends souvent ça. Mais non, mais je ne suis pas raciste, je ne suis pas sexiste. J'ai bac+8, j'ai fait une thèse. Tout va bien. Donc, au laboratoire, on a fait des expériences avec Lou Safra, notamment, Mariana aussi, qui est tout au fond aujourd'hui. Ce qu'on a fait, on a fait des expériences en ligne avec des participants très diplômés, hommes et femmes. La majorité avait au moins un master, d'accord ? La plupart se déclarent non racistes et étant motivés pour ces valeurs égalitaires. Et la plupart nous ont dit à la fin de l'expérience, on a bien compris que vous nous testiez sur le racisme. Très bien. Ils ont compris le but de l'expérience. Parfait. L'expérience, c'est une expérience de première impression. Donc, c'est comme tout au début de ma conférence, je vais vous présenter un visage très rapidement. Là, c'est 300 millisecondes, donc ça va vite. Et ensuite, je vais vous demander de donner une évaluation en termes de compétences. Est-ce que cette personne est compétente ou incompétente ? Ce qu'on a rajouté, c'est qu'après cette tâche de première impression, on va vous demander de faire ce qu'on appelle une tâche de contrôle cognitif, qui est une tâche de Stroop, qui n'est pas facile, puisque on vous présente des mots de couleur, d'accord ? Donc, c'est écrit rouge, mais la couleur du mot, c'est bleu. Et évidemment, il faut donner la couleur, pas le mot, mais la couleur. Et en fait, il faut une sacrée capacité d'inhibition pour arriver à faire cette tâche. Donc ça, c'était pour avoir vos capacités d'inhibition, justement. Et on vous demande de remplir des questionnaires sur vos motivations à être égalitaire. Et donc, il y a un Américain, je pense, qui a développé un questionnaire qui est très intéressant parce qu'il a 2 sous-échelles. Une échelle où votre motivation, elle est interne, c'est-à-dire que vous avez des valeurs égalitaires et vous êtes vraiment motivé à ne pas être discriminatoire dans votre comportement, ou vous avez des motivations qui sont externes. Alors, cette motivation-là, c'est que vous n'avez pas très envie qu'on vous voit dans une situation où vous êtes en train de discriminer les gens, mais ça ne correspond pas forcément à vos valeurs, d'accord ? Et ça, c'est quand même 2 motivations qui sont assez différentes. Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'on a trouvé dans cette étude ? Est-ce qu'il y en a qui veulent...
Je vais vous montrer. Alors, ça, c'est quand je dis homme, c'est les visages d'hommes. D'accord ? Donc, ce qu'on montre dans cette étude, c'est que on va avoir systématiquement un biais pro-noir. Donc, on va surévaluer, en tout cas évaluer plus fortement la compétence pour les hommes noirs que pour les hommes blancs. D'accord ? Et ça, c'est quelque chose qui a été déjà montré dans un certain nombre d'études qui ont montré qu'effectivement, on peut avoir ces biais pro-noirs, surtout dans des populations justement qui ont des valeurs égalitaires, qui se disent vouloir, qui ont un soutien pour la discrimination positive, etc., etc. Donc, c'est pas nouveau. Le problème de toutes ces études que je vous montre, c'est qu'il n'y avait que des hommes. C'est bête, dans leur étude, il n'y a que des hommes, il n'y a pas de femmes. Et qu'est-ce qui se passe maintenant pour les femmes ? Malheureusement, ça ne marche pas pareil. Et pour les femmes noires, elles sont moins bien évaluées que les femmes blanches. Et la raison, on essaye de chercher, il y a plusieurs hypothèses, c'est que les femmes noires, il y a 2 biais, d'accord ? Il y a le biais sexiste et le biais de couleur de peau. Et effectivement, moins vous avez des capacités d'inhibition dans la tâche de Stroop d'après, et moins vous allez évaluer bien les femmes noires. Donc, c'est lié à vos capacités d'inhibition. Mais il y a aussi une autre possibilité, c'est que très souvent, on dit que la catégorie femme noire est une catégorie invisible, c'est-à-dire que si on fait des associations sémantiques, souvent, il n'y a pas d'association forte avec cette catégorie. Et donc, on essaye un peu aujourd'hui de départager quelle est l'origine de ce biais spécifique contre les femmes noires pour voir comment on peut mettre en place des interventions. Donc, on a fait une première étude préliminaire. Ça, c'est pour... j'ai 2 choses. Ce résultat, juste pour vous dire, on l'a répliqué 3 fois en France, on l'a répliqué en Angleterre, on l'a répliqué aux États-Unis. Donc, c'est un résultat robuste. Et 2, on a fait une étude préliminaire où on a essayé justement de faire des interventions en se disant qu'est-ce qu'on peut dire, par exemple, avant un comité d'évaluation pour essayer de faire changer les choses. Et donc, on a fait 3 études. Une où on va dire, attention, on sait qu'on a des biais contre les personnes de couleur, d'accord ? Une deuxième intervention où on va dire, attention, on sait qu'on a des biais contre les femmes. Et une troisième où on va cibler plus spécifiquement les femmes noires. Et on a l'air d'avoir des résultats où on a enfin le même niveau de compétence entre les femmes blanches et les femmes noires quand on cible spécifiquement ces biais contre les femmes noires. C'est très préliminaire, donc il va falloir qu'on réplique ça et qu'on augmente le nombre de participants, mais c'est une indication sur qu'est-ce qu'on peut donner comme message peut-être avant, par exemple, des comités de recrutement. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme stratégie ? J'en ai pas énormément parce que s'il y en avait plein qui ont été testés expérimentalement, on les connaîtrait. Donc je vais essayer d'en donner quelques-unes parce qu'il faut finir un peu plus positivement quand même. La première chose, je vais vous présenter une étude, mais ça c'est intéressant aussi pour nous chercheurs. C'est une étude qui a été faite par Isabelle Régnier qui est à Marseille. Elle a réussi à suivre pendant 2 ans tous les comités de recrutement de directeurs de recherche, d'accord, au CNRS. Donc, des gens qui ont déjà Bac+8. Et ce qu'elle a fait, c'est que, elle leur a fait passer ce qu'on appelle le test d'association implicite. Je vous donnerai le lien à la fin. Je vous engage à le faire. C'est très intéressant de le faire pour soi-même. Et elle a testé justement les biais implicites entre hommes, femmes et sciences. Ça, c'est assez général. Les femmes sont moins associées aux sciences que les hommes. Et ce qu'elle montre, c'est que dans ces jurys, qui sont tous directeurs de recherche, le niveau de biais implicite est le même que dans la population générale. Donc, quel que soit notre niveau d'éducation, c'est pas ça qui change. Et ensuite, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a regardé comment ces biais implicites allaient prédire les biais dans le recrutement entre les hommes et les femmes à 2 ans dans les comités. Et elle a découvert quelque chose que je trouve très intéressant,
c'est qu'elle a montré que ces biais implicites prédisaient des biais de recrutement entre hommes et femmes uniquement dans la moitié des jurys. Et ces jurys étaient ceux qui niaient ou qui minimisaient avoir des biais. Donc qui disaient non, mais moi je ne suis pas biaisée, et qui disaient en fait les femmes elles sont moins bonnes, il n'y a pas de raison de leur donner parce qu'elles ont eu des enfants, etc. Ça n'existe pas, d'accord ? Mais ce qui est intéressant, c'est que l'autre moitié du jury qui dès le début a dit oui, possiblement on est biaisé, ils n'ont pas montré de différence de recrutement entre les hommes et les femmes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que déjà prendre conscience qu'on peut être biaisé, qu'on peut être sexiste, raciste. Et vraiment, je vous engage à faire ces tests. Moi, en tant que femme, je l'ai fait avant d'aller faire un comité. C'est assez intéressant et un peu dérangeant de voir qu'on a des biais contre les femmes. D'accord ? Ça nous permet de les contrôler. Donc, prendre conscience qu'on est biaisé, c'est déjà un premier état. Au niveau personnel, au niveau plus global, là, il y a une étude qui vient de sortir que j'ai trouvée très intéressante. Je pense que c'est une des premières méta-analyses. Donc, c'est quelqu'un qui a pris toutes les études expérimentales existantes dans la littérature sur les contacts intergroupes et la mixité pour voir s'il y a un effet réel. Et il montre que oui, plus on a de contacts avec... j'allais dire les membres de l'exogroupe, les autres, la diversité, et moins on va avoir ces biais, d'accord ? Donc c'est important. Les images, sachez que les images, donc ça c'est à nouveau, c'est des études qui viennent de sortir, ils ont regardé toutes les images dans Google, Wikipédia, etc., c'est très connu, hein, il y a des biais majeurs. Si vous tapez infirmière ou infirmier, vous avez exactement les mêmes images. La même chose si vous tapez banquier ou banquière. Les banquiers, c'est tous des hommes, les infirmières, c'est tous des femmes. Et quand on est, par exemple, un jeune adulte qui cherche quel type de métier, ça veut dire qu'on va être exposé à ce genre d'images qui sont biaisées en permanence et qui nous donnent, qui nous bouchent des métiers possibles juste parce qu'il y a ces préjugés derrière. Ça, c'est ma petite pique à l'éducation nationale. C'est les affiches de l'éducation nationale. Je suis un peu atterrée. En 2011, on peut se dire que, OK, peut-être. En 2022, c'est assez effrayant qu'il y ait encore ce type d'image. Donc, nous, on est rose, hein, et les hommes sont bleus, d'accord ? Nous, on a trouvé le poste de notre rêve, mais par contre, Julien, lui, il a trouvé le poste à la hauteur de ses ambitions. C'est le même travail. Hein. C'est le même travail. En 2022, elle peut devenir que professeur des écoles entourée de petits. Par contre, lui, il peut devenir professeur de collège et lycée, mais il ne parle pas aux jeunes, hein, parce qu'ils ne sont pas là. Bref. Donc, ça veut dire que tous les jours... et la diversité, on n'en parle même pas. Tous les jours, on est exposé, Christophe Blaison vous en a parlé tout à l'heure, tous les jours, on est exposé à ça partout, dans le métro, les affiches de l'éducation nationale, c'est un exemple. Et du coup, comme disait Christophe tout à l'heure, on intègre ces préjugés en permanence et on les véhicule nous aussi. Donc, on a du travail. La première chose, c'est qu'on peut commencer par montrer des contre-stéréotypes en permanence. Par exemple, dans les livres de sciences, c'est pas mal si on se mettait à mettre des femmes. Ça, c'est deux exemples dont on parle rarement, mais quand même, les premières mathématiciennes et ingénieures en aérospatiale à la NASA étaient des femmes noires. Et je pense qu'il faudrait qu'on en parle beaucoup plus souvent. Pareil pour Claudie Aigneret, etc., etc. Donc on a du travail à faire, mais on va y aller parce que des petits effets peuvent avoir des conséquences sociétales importantes si on s'y met tous ensemble. Merci beaucoup.